Est-ce qu'il reste quelques places? Pas sûr, si, peut-être. Peut-être. En tout cas, votre présence montre à quel point, quand on commence à réfléchir à nos pratiques, ça attire du monde. Et on s'en félicite, puisque pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, tout petit rappel, cette série de documentaires Matière à penser s'inscrit dans le cadre de l'année du documentaire. Elle-même née d'une idée un petit peu folle au FIPADOC il y a 2 ans, quand Philippe Bachmann, directeur de la Cinémathèque du documentaire, nous soumet cette idée à Fabrice Puchot, ici présent, et moi. Et donc, peu à peu, ça a fait son chemin, puisque Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, avec le CNC, avec la Cinémathèque documentaire, avec la SCAM, et ici, aujourd'hui, et pour cette série de Matière à penser avec Arte, eh bien, on essaie de multiplier les opérations de promotion du documentaire en cette année du documentaire. On ne repasse pas la bande-annonce, je crois, hein, Christina, non pas... on la repassera tout à l'heure, si besoin, enfin, on verra bien. Juste vous dire 2 petites choses avant de laisser la parole à Camille Ménager, réalisatrice ici présente. Camille a été la plus jeune, je le redis à chaque fois, ça sera bientôt plus vrai, donc profites-en Camille, la plus jeune administratrice à rentrer au conseil d'administration de la SCAM, à moins de 40 ans, et femme moins de 40 ans, on était très contents à la SCAM d'avoir Camille parmi nous. Bref, Camille fait aussi des films, et elle a accepté d'animer cette table ronde, donc je te laisserai présenter nos amis invités. Juste vous dire 2 petites choses qui me sont venues comme ça ce matin. D'abord, Christina Campodonico et Anne-Sophie Le Goff qui s'occupent avec Odile Delacroix, je crois que j'ai cité tout le monde, j'oublie personne. Racha, j'ai oublié personne. Je crois que j'ai oublié personne. Anne Notum du CNC, évidemment. Bref, les chevilles ouvrières de ces journées, elles sont les chevilles ouvrières de ces journées. Et Christina me disait ce matin que Tiffaine Martineau-Lagarde de la BNF était ici parmi nous. Alors, je ne la connais pas, je suis désolé, je ne sais pas si elle est encore là. Peut-être, ou alors... Si, elle est dans les parages. Non, Tiffaine faisait remarquer à Christina qu'il y a un fonds énorme d'archives à la BNF qui était totalement inexploité. Donc, comme parmi vous, il y a des praticiens, il faut parfois penser à la BNF, pas seulement INA, parce qu'effectivement, il y a des fonds un peu comme ça auxquels on ne pense pas spontanément. Et de ce point de vue, à la SCAM, nous finançons une mission sur plusieurs années de Serge Vialet. J'imagine que ça dira quelque chose à un certain nombre d'entre vous et d'entre nous. Serge Vialet a créé Mystère d'archives, qui a été une émission phare d'Arte pendant des années. Et Serge recense en ce moment, pour nous, enfin avec nous, tous les fonds d'archives existants, disponibles dans le monde, avec un référencement, évidemment, une sorte d'inventaire, et puis également des fiches. Enfin, on va imaginer on va essayer de faire ça de manière la plus exhaustive possible, avec des chiffres également en ce qui concerne la cession des droits, etc., etc. Donc c'est un gros chantier, mais qui devrait aboutir un peu après que celui de la maison SCAM, parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, et puis après je vous laisse la parole. Si nous sommes ici, et merci le CNC, c'est que la SCAM est en travaux pour 1 an, mais on récupère une très belle SCAM avec 1000 m² de maison des auteurs d'ici quelques mois. Camille, à toi. Merci. Je te laisse le temps de descendre, Rémi. Que Alors, qu'arrive-t-il quand on s'empare des images qu'on n'a pas tournées nous-mêmes pour faire des films? C'est ce dont on va parler maintenant avec une étude de cas, un film d'histoire. Alors, moi, j'avais pensé au départ, oui, ça ne concerne évidemment que les films d'histoire, mais en fait, pas du tout. Il y a plein de contre-exemples récents. Ne croyez surtout pas que je hurle, par exemple, de Franck Beauvais, ou les films de Stefano Savona, par exemple. Ce ne sont pas forcément des films d'histoire. En l'occurrence, là, c'en est un. L'histoire oubliée des femmes au foyer, réalisé par Michel Dominici, qui est à ma gauche. Salut Michel. Alors j'ai des petites fiches pour raconter ce que tu fais, mais voilà, tu travailles des films depuis 20 ans. Tes films sont très différents, mais ils interrogent, je crois, si on cherche quelques points communs, des questions de lutte et de transmission, et d'image aussi, je trouve. Notamment une grande histoire des pionnières du féminisme en Angleterre, un film sur Nadar, le premier des photographes, des portraits de femmes aussi, mais pas des portraits biographiques plan-plan, hein, mais bien des regards contemporains que tu poses sur Simone Signoret, par exemple, ou plus récemment sur Marilyn Monroe avec Devenir Marilyn. Et récemment, tu viens, pour Arte à nouveau, de terminer un film sur Catherine Bigelow.
Juliette Guigon, productrice, qui a produit ce film chez Squawk, anciennement chez Quark. J'ai lu dans une petite présentation que tu totalises avec les structures 22 étoiles de la SCAM. Ça me paraît assez génial. Donc bravo. Notamment, il est très remarqué récemment, Il faut ramener Albert, de Michael Zumstein, Papa s'en va de Pauline Horowitz. Et plus avant, La sociologue et l'ourson, je le cite parce que j'aime tellement ce film, d'Étienne Chailloux et Mathias Théry. Salut Juliette. Le film a été monté par Nathalie Amselem, qui est chef monteuse, réalisatrice, qui a travaillé sur une cinquantaine de documentaires et pas mal de films d'archives. Je pense à celui de Virginie Lénard sur ce qu'ils savaient, les Alliés face à la Shoah. Et également des portraits. Vous aviez déjà d'ailleurs travaillé toutes les deux sur quel film ? Simone Signoret, voilà. Et Marilyn, bien sûr, évidemment, devenir Marilyn. Voilà, et l'autre cheville ouvrière de ce film, c'est Christine Loiseau, documentaliste, qui n'a pas pu être avec nous, mais dont on va parler du travail, puisqu'on parle d'archives, donc on va parler des documentalistes, évidemment, car souvent on n'en parle pas. Alors faisons-le. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la genèse du film, et après on montre le début ? Alors, en fait, ce n'est pas une genèse très savante, c'est simplement qu'un jour, j'ai eu le titre du film qui m'est venu, qui n'est pas celui qu'on a choisi au final, qui était « La merveilleuse et tragique histoire des femmes au foyer ». Il m'est venu pour des raisons très personnelles, liées à l'expérience de ma propre mère. Et une fois que j'ai eu ce titre en tête, je me suis demandé quel film ça pouvait faire un titre pareil. Et assez benoîtement, je suis allée sur Google faire des recherches premières comme ça pour voir qui s'était intéressé au sujet. Et là, je me suis rendu compte que personne s'était intéressé au sujet. Et c'est ce personne qui s'est intéressé au sujet qui a défini tout le reste finalement. Parce que d'abord, première réaction était une réaction de tristesse, de contrariété, mais en fait, après, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est l'occasion d'occuper un espace vide et de l'occuper de leur point de vue. Donc je suis allée dans un lieu que je recommande à tout le monde qui travaille sur l'histoire, la mémoire, qui s'appelle l'Association pour l'autobiographie, qui est une association qui a été créée par un professeur d'université il y a longtemps et qui s'est dit qu'il n'y avait pas de raison que seuls les gens très connus, très célèbres, très puissants aient droit à leur biographie et qu'il allait collecter les autobiographies des inconnus, de nous autres, quoi. Et il a commencé ça à la fin des années 90 et aujourd'hui, il y a 4000 référencements qui sont tous indexés, très bien indexés. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des journaux intimes, il y a des mémoires, il y a des correspondances. Enfin, il y a toutes sortes de textes liés à l'intime et à l'anonymat. Voilà. Donc, je suis allée là-bas en me disant que j'allais trouver plein de choses. Et sur les 4000 entrées, il y en avait 18 qui étaient faites par des femmes au foyer. Et comme rien n'est, parce qu'ils n'ont pas les moyens, rien n'est numérisé, je suis allée sur place, à Amberieu-en-Bugey, dans l'Ain. Et là, j'ai commencé à lire et c'était incroyable. Ça devrait être au bac, tous ces textes. Et voilà. Et à partir de ces textes, ensuite, le film a commencé à trouver sa matière première. Alors, je vous propose de regarder le début, histoire de savoir un peu de quoi on parle. Sur de vieilles bobines de films, j'ai retrouvé la trace du mariage de mes parents. Un jour heureux, 2 jeunes gens au seuil de leur vie, et ma mère pleine de joie et de promesses. Pourtant, quand bien plus tard elle a écrit ses mémoires, son récit s'arrêtait cette année-là, en 1960. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Après, ce n'est plus intéressant. » Elle était devenue femme au foyer. Come
personne ne m'en donne comme toi. C'est ta bouche qui m'apporte ma joie de vivre. Et ma chance, c'est de vivre rien que pour toi. Que m'importe si tu m'aimes moins que moi. Moi je t'aime comme on n'aime qu'une fois. Et je reste prisonnière, prisonnière. Il n'y avait donc rien dans le journal de ma mère. Rien de sa vie d'après. Un silence assourdissant. À l'image de cette condition de femme au foyer, si discrète et invisible, à force d'être ordinaire. Partagée pourtant par des millions de femmes après-guerre. Des femmes invitées à retourner à leur fourneau pour laisser la place aux héros, aux soldats, aux prisonniers revenus travailler. Et sommées de procréer pour la nation. L'injonction se dissimule habilement derrière le conte de fées de la merveilleuse vie de femme au foyer. Mais quand vient le temps de vivre cette fable, c'est une autre histoire. La réalité, je l'ai retrouvée dans le secret de quelques journaux intimes, tenus par des femmes tout au long de la seconde moitié du XXe siècle. Grâce aux détails de leur vie, de leur joie, de leur peine, posés sur des images amateurs, voici racontée par elles-mêmes l'histoire oubliée des femmes au foyer. Juliette, quel était ton premier réflexe, toi, quand Michel t'a parlé du... Eh oui. Michel, je me souviens, elle m'a appelée. Je crois qu'on sortait du confinement, on y était encore, je ne sais plus. Donc, j'avais un rapport particulier à... Parce que j'ai une grand-mère qui était femme au foyer, mais là, en sortie de confinement, le sujet me parlait hyper fortement. Et donc, j'étais à la maison, elle me raconte ça, et donc moi, je m'emballe très, très vite, et je raconte à mon associé, qui est homme, Patrick Vinocourt, et lui, il me dit, non. Je vois pas bien. Et donc j'ai pensé que c'était la première fois qu'on avait un problème de haute trahison. Et puis on a commencé, et Michel est arrivé avec cet endroit incroyable que j'aurais adoré qu'on garde que pour nous, qu'on dise à personne que ça existe, cet endroit du musée des journaux intimes. Et là, ça prenait forme très très vite. Nathalie, pareil, ta première rencontre avec le film En devenir. Alors moi, ça m'a parlé tout de suite parce que ma mère était femme au foyer. Donc moi, je l'ai vécu en tant que fille, comme Michel. Et du coup, je trouvais que c'était très important, effectivement, de leur donner la parole. Et ma mère disait, comme la mère de Michel, que sa vie n'était pas intéressante. Donc voilà. Donc il y a aussi des petits éléments qui se sont glissés de mon expérience avec ma mère dans le film de temps en temps. J'ai l'impression que si on pose la question à tout le monde, on va tous avoir une mère ou une grand-mère concernée. En tout cas, ça va rappeler aux uns, aux unes et aux autres. Ce qui est amusant, c'est que quand Michel elle nous a parlé de son projet, je me suis dit « Ah, mais j'ai une amie historienne du féminisme très importante. Je vais l'appeler parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses à lire, etc. » Et je l'ai appelée, je lui ai écrit un mail, et non seulement elle m'a dit « Non, il n'y a rien », et en plus, j'ai senti qu'elle était un peu piquée de tout d'un coup réaliser qu'il n'y avait rien. Rien du tout, pas d'écrit. Et Michel, alors je lui disais, c'est pas possible, cherche encore. Et non, il n'y avait rien.
J'ai expérimenté l'histoire des mères, et sur les mères non plus, il n'y avait pas grand-chose. Mais je connaissais Ambérieu où je suis allée, dans leur petite... je pense qu'on est peut-être les deux seules personnes à connaître cet endroit. Ambérieu, en fait, mais tu es allée dans leur réserve, là. Et effectivement, ils font un travail très important. On va parler davantage d'images que de textes, mais quand même, pour terminer sur l'APA, donc l'Association pour l'autobiographie, tu as utilisé cette matière de quelle façon? C'est-à-dire, quelle était ta mécanique et en quoi ensuite elle a enclenché la mécanique de réflexion sur la narration, sur les images? Alors, je vais poursuivre l'histoire de la genèse du projet, parce que, en fait, quand je suis partie lire les textes, je n'avais aucune idée de ce que j'allais y trouver. Et ce qui m'a sauté aux yeux, alors c'était un petit échantillon, je rappelle, hein, c'était donc 18 textes. Quand je dis texte, il y avait une dame qui avait écrit un cahier par an pendant 26 ans, donc c'était parfois des boîtes entières. Mais ils avaient tous, ils avaient une structure commune, c'est-à-dire qu'ils commençaient tous un peu de la même manière. Il y avait des étapes communes dans toutes ces vies, il y avait des thématiques communes. Et très vite, je me suis dit que j'allais ne garder que ce qu'il y avait de commun. Et tout ce qui était singulier, j'allais le laisser de côté. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à tout lire, à sélectionner et à rapporter à Paris des pages et des pages entières de récits que j'ai ensuite, ce qui fait beaucoup rire Juliette, organisé en cartes avec des codes couleurs. Enfin bon, voilà. Et pour le déconstruire, hein, et le reconstruire en thématique générale. Donc voilà. Oui, alors ensuite, il fallait penser image. Alors parfois, notamment en film d'histoire, quand on veut raconter quelque chose, on cherche les images, on se dit, ou alors on s'entend dire, mais il n'y a pas d'image, comme si c'était un problème, quoi, le manque d'image. On pourrait simplement se dire, il y a une absence d'image, et plutôt interroger ça de façon un peu positive ou constructive. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu avais des évidences de départ sur les images que tu allais utiliser? Et aussi, je me demandais, il n'y a pas d'entretien dans le film, donc est-ce que c'était une évidence de départ de ne pas tourner toi-même? Alors, la première évidence, c'est que l'image que j'avais, et qui me revenait aussi aux oreilles quand je parlais du projet aux autres, c'était l'image fantasmée. C'est-à-dire que le réflexe le plus fréquent, c'était « Ah, tu vas nous montrer des images du salon des arts ménagers, là qu'on rigole, tu vas nous montrer des images de telle fiction, etc. » Et en fait, aucune de ces images ne ressemblait au texte que j'avais lu. Donc, je voyais le gouffre qui existait entre la parole générale et puis l'expérience intime. Et donc, il est assez vite devenu évident pour moi que je travaillerais avec des contre-archives, pour reprendre une expression qu'on a entendue ce matin, et non pas avec l'archive. En fait, les fonds qu'on utilise en règle générale, ils sont recensés par la SCAM, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, et on se tourne, nous autres réalisateurs, spontanément vers un certain nombre de fonds, qui sont ceux des télévisions, le plus souvent, donc des organes d'information. Et là, je me rendais compte que les organes d'information avaient trahi ces femmes. Ils en avaient fait des caricatures, le plus souvent. Et donc, il était hors de question que je m'appuie sur des images qui donnaient une fausse image de leur expérience. Donc, très vite, c'était hors de question. Et le choix s'est porté sur les images de famille, parce que c'est un film... pour moi, c'est plus un film de mémoire que d'histoire. Je me prétends pas historienne et j'ai pas travaillé assez longtemps sur le sujet pour qualifier ce film d'histoire, même s'il rentre dans une case, etc. Pour moi, c'est un film de mémoire. Et c'est aussi un film de mémoire parce que c'est un film politique. C'est une démarche politique de ma part. Et je voulais toucher les hommes en particulier, avec une matière qui a une force incroyable. Et l'image amateur a une puissance démente. Elle nous touche au-delà de ce qu'elle montre.
J'ai toujours pas percé le secret, hein, enfin, mais c'est vrai que dès qu'on voit cette espèce de grain, dès qu'on voit ces images qui bougent, qui flottent un peu comme ça, ces cadrages, ces lumières, etc., on est touché déraisonnablement. Et j'avais envie de déstabiliser le spectateur et la spectatrice pour pouvoir déposer de la politique très loin dans l'intime. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis tournée du coup vers des images amateurs. Ça a marché parce que justement, le premier visionnage, donc on était Patrick et moi au premier, et toutes les trois on regardait, puis il y avait Patrick, et lui il était effondré en larmes. C'était la preuve par l'exercice. Donc on pourrait faire une espèce de distinction entre l'image professionnelle d'un côté, l'image amateur de l'autre. Jérôme Prieur, que tout le monde connaît, qui aime infiniment l'image amateur, parle de vestiges de l'indicible et de l'invisible. Ce sont des images sur lesquelles on ne porte pas le même regard que quand on s'intéresse à des images professionnelles, qu'il s'agisse, Gaumont, Pathé, les actualités, les programmes de l'INA, etc. Comment on peut la qualifier, l'image amateur? Toi, Nathalie, peut-être qui a, évidemment, alors on va parler de tout le travail de dérochage, etc., mais qui a d'expérience vu beaucoup et d'images amateurs et d'images professionnelles. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, toi, les deux types d'images? Est-ce que tu les regardes différemment, par exemple? Oui, je pense que ce que tu disais, Michel, c'est qu'elles sont vraiment source d'émotion. Et je pense que cette émotion, elle vient aussi de la personne qui filme. Quand on filme un proche, on n'a pas la même émotion, on n'a pas le même regard que quand on tourne des actualités ou quand on filme pour une mémoire historique. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est l'attachement de la personne qui filme à son sujet. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on parle beaucoup au moment du tournage et de l'écriture du dossier, de l'intention du réalisateur, dans les archives amateurs, moi j'ai le sentiment de travailler avec des partenaires ou des co-réalisateurs parce qu'on sent l'intention aussi. Et c'est ce double travail de l'intention de la réalisatrice et de l'intention du filmeur qui se joignent, et ça fait c'est cet effet-là qui est assez fascinant. Une sorte de passage de relais, tu dirais? Oui, parce que je trouve que dans ces scènes, par exemple, quand Michel, elle sélectionne un mari, parce que c'était beaucoup les maris qui filmaient tout ce qu'on voit dans le film, on perçoit parfaitement l'intention de l'homme derrière la caméra qui est en train de filmer ce très beau jardin avec ce rosier au fond, et puis on le sent en train de dire à sa femme « mets-toi là, renifle la rose ». Et donc on sent ce contentement, cette envie de montrer des images du bonheur. Et cette intention-là, on l'aperçoit, et Michel, elle voit. En plus, avec Nathalie, elle voit tout d'un coup un espèce de regard, un peu un vague à l'âme de la femme qu'un ras-le-bol de poser dans ce fond de jardin. Et tout ça, elle l'attrape en fait. Alors on va regarder un autre extrait avant de parler des images. Donc c'est le numéro 3, puisqu'on a déjà passé le 2, mais on ne va pas le montrer. 22 novembre 1963. Complètement bouleversée par l'assassinat du président Kennedy. J'ai 37 ans aujourd'hui. Drôle de journée d'anniversaire. Tout le monde est un peu KO, mais nous soufflons quand même les bougies. Je me dis que j'ai de la chance. Nous ne manquons de rien. Nous nous trouvons bien dans notre maison. Franck est en forme, ravi de sa nouvelle voiture.
est assez présent en ce moment. Il s'occupe bien des enfants. Avec lui, les bandes dessinées, les jeux dans le jardin, les couches propres. Pour moi, les couches sales, les tables de multiplication et les verbes irréguliers. À croire que dans ce monde, les femmes ont tiré la mauvaise carte. Alors on dit souvent que toutes les images amateurs se ressemblent. Raconte un peu à quoi ça ressemble. Là, vous avez vu, dans cet extrait, il y a une image qui est la seule qu'on ait trouvée, c'est un enfant qui pleure. Donc on a l'histoire de la recherche des images amateurs. C'est là que je veux rendre hommage à Christine Loiseau qui a fait un travail extraordinaire. Elle a fait la tournée de toutes les cinémathèques régionales. Alors on avait évidemment travaillé en amont ensemble pour identifier des images dont on avait besoin. Et je lui avais demandé donc des enfants qui pleurent, des enfants qui rient, des femmes qui font la vaisselle. Et donc, des mariages. Elle est revenue avec 70 heures de mariage. Bon, très bien. Et 2 minutes de vaisselle. Et un enfant qui pleure, qui est là. Et donc, je lui dis, non, mais Christine, ça va pas. Il faut que tu recommences. Elle me fait, écoute, là, je te promets. Et puis, on travaille depuis très longtemps ensemble. Donc, elle me dit, il n'y a pas. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce soit avec un caméscope ou que ce soit avec un téléphone portable, nous autres filmons toujours les mêmes choses. On filme le dimanche, on filme pas le lundi. On filme l'anniversaire, on filme pas la rentrée des classes. On filme la joie, on filme pas les enfants qui pleurent. On filme les vacances, on filme le premier enfant, parce que le deuxième et le troisième, c'est plus une nouveauté. On les filme petits, adolescents. Autre image unique, c'est les enfants qui tournent, qui courent comme ça. Parce que je lui disais, mais trouve-moi des ados, qui vont grandir, les enfants, dans le film. Donc, trouve-moi des images d'ados. Elle me disait, je n'ai pas d'images d'ados. Et donc, c'est assez intéressant de voir qu'on ne sait filmer, enfin, nous, amateurs, enfin, que le bonheur. Et le reste, le commun, le banal, et puis la tristesse, moins encore, on ne la filme pas. Et ça a été la difficulté du film, c'est-à-dire de trouver, malgré tout, là-dedans, des moments, toutes sortes d'émotions, et pas seulement cette espèce de joie infligée comme ça. Et comme disait Juliette, avec Nathalie, on repérait à un moment donné une femme qui avait l'air un peu moins satisfaite que son mari voulait nous le faire croire. Parce que, oui, ce n'est pas beaucoup d'hommes qui filment les images amateurs, ce sont que les hommes. Il n'y avait que des hommes. Pareil, j'avais dit à Christine, trouve-moi des femmes. Elle me dit, il n'y en a pas. Il y en avait une à la Cinémathèque de Savoie, mais qui était agricultrice. Donc ça ne fonctionnait pas. Mais sinon, il n'y en avait aucune. Toutes les images sont tournées par des hommes. Et c'est très intéressant parce que du coup, ils sont absents du film. D'une certaine manière. Ils sont très présents, mais en même temps, à l'image, on les voit très très peu. Et ça avait un sens par rapport à l'histoire qu'on racontait, puisqu'ils sont absents la journée quand les femmes sont à la maison. Alors, combien d'heures de rush ou un peu de cuisine de montage là? Alors, moi j'ai dû visionner en amont 300 heures, 400, j'en sais rien, un truc assez phénoménal. Et ensuite j'avais fait un tri, je sais pas, 120, quelque chose comme ça, 120 heures. Ouais. C'est presque, ça devient un peu pour l'avoir fait aussi, c'est un peu de l'hypnose, je trouve, de regarder. Mais c'est aussi un plaisir. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier de travailler justement une matière qu'on n'a pas nous-mêmes filmée? C'est-à-dire que... Alors, je vais dire quelque chose d'un peu personnel, mais j'ai perdu ma mère juste avant de commencer ce film, en fait. Donc l'idée m'était venue d'elle. Et donc j'ai fait mon deuil face à ces images. Et... c'est une très belle façon de faire un deuil, en fait. Parce que tous ces gens sont partis. On se sent moins seul. Et elles prennent une force... je sais pas. Tout à l'heure, on a utilisé le mot sacré qui me gêne un peu. Mais elles prennent une force métaphysique, je sais pas.
Voilà, donc oui, moi je me suis laissée absorber pendant 3 mois par ces images. Et puis alors après, quelque chose de très pratique, c'est qu'elles sont mal indexées par rapport aux images professionnelles qui, elles, sont extrêmement bien indexées. Elles sont mal indexées. Donc Christine, qui me connaît bien, me disait, bon, je t'ai trouvé un mariage là, mais comme je te connais, je te mets les 45 minutes parce que vers la fin, ils vont au ski, peut-être qu'il y a un truc qui va t'intéresser. Et effectivement, en regardant tout, c'est comme ça que j'ai trouvé des plans. Il y a un plan notamment quand une femme se douche derrière une vitre en verre frappé. Et on dirait un tableau. Enfin, avec... C'est le plus beau plan du film. C'est le plus beau plan. Avec Nathalie, on était là. Ce plan-là sera dans le film. Alors, on n'en parle pas, on le regarde alors. C'est l'extrait numéro 4. Des suffragettes, elle le revendique d'ailleurs. La première des libérations se situe sur le plan sexuel. Soli, siamo sempre più soli. Cette nuit, j'ai refait encore le même rêve. Nelle lacrime mi trovi. Soli sempre io e te. Oh, oh, soli. Siamo sempre più soli. Un rêve très troublant. Un rêve si précis, si déchirant que je me réveille en larmes. Soli sempre accanto a te. Je suis jeune et je pars avec Marc. Oh, soli. Soli come una stella. J'ai bien mis 5 minutes à récupérer mes esprits, regrettant l'espace d'un instant que ces gestes n'aient pas été faits, ces mots n'aient pas été dits. Mais pour moi, ce n'est pas permis. Ce n'est pas possible. C'est trop tard. J'ai tellement de mal à me lever. Impossible de retrouver ma personnalité d'avant. Je ferme les yeux et je vois une lointaine silhouette pathétique et crispée qui s'estompe. C'est mon ancien moi que je ne rejoindrai plus jamais. Je viens de passer une quinzaine abominable. Le mot n'est pas excessif. Comme me l'a confirmé le médecin, je refais bel et bien un épisode de dépression. Me dégoûtant, ne pouvant imaginer vivre ainsi jusqu'à la fin. Donc c'était lui. Ouais, c'était celui-là. C'était une surprise de découvrir autant de talent, parce que dans toutes les rushs des images amateurs, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, on en voit beaucoup se ressemblent, certaines ne sont pas du tout intéressantes, hein, c'est quand même une gageure. Et paf, tout à coup, il y a des moments comme ça où il y a une image qui chope le regard. Comment ça se passe? Par exemple, celle-là dont tu avais parlé spontanément, et Nathalie m'en avait parlé aussi, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois, ou c'est vraiment... Là, c'est particulier parce que c'est un choix esthétique. Cette image m'a séduite. Je l'ai trouvée belle, et Nathalie aussi, je crois que Juliette l'aime aussi. Mais il y a d'autres images qui ne sont pas forcément belles, qui nous interpellent aussi. C'est-à-dire, il y en a à un autre endroit, d'un regard caméra avec une colère dedans, qui était... l'image n'est pas forcément magnifique, mais donc il y avait plein de critères qui faisaient que je d'abord et ensuite ensemble, on s'arrêtait sur certaines images plutôt que d'autres. C'était à la fois, effectivement, ça pouvait être leur beauté, mais c'était leur sens aussi, beaucoup. Et l'écho qu'elles pouvaient avoir par rapport au texte qu'on avait rassemblé et reconstitué. Donc ça dépendait, en fait.
Je voulais juste dire qu'il y avait des images, je pense à un champ de coquelicots avec une petite fille au milieu qui était magnifique. On était persuadés que ça allait être dans le film et en fait, elle n'a pas trouvé sa place dans le film. Donc on a eu aussi des coups de cœur comme ça qu'on n'a pas pu placer. Alors tu mentionnais tout à l'heure le fait que ce sont les hommes qui filment. La question du qui filme prend beaucoup d'importance quand il ne s'agit pas évidemment de nos propres images. Ça induit aussi quelques biais de narration, évidemment. Qui a les moyens d'avoir une caméra à ce moment-là? Donc là, on parle bien des années 50-60, parce que tu t'arrêtes à peu près à ce moment-là. Enfin, il y a quelques images ensuite, mais le gros des archives viennent de là. Comment tu fais pour sortir de ce biais-là? Est-ce qu'il y a quelles sont les astuces? Effectivement, il y a un biais, social, parce que les gens qui avaient des caméras à l'époque, c'était des gens riches. Et on a mis un effort tout particulier avec Christine, justement, pour aller chercher d'autres images. Donc, je voulais absolument que tous les Français se retrouvent dans le film. Et que ce ne soit pas un film d'entre-soi. Donc, on a vraiment déployé énormément d'efforts pour aller chercher d'autres images. Mais on a trouvé, sur l'ensemble de nos efforts, qu'une seule source. C'était un monsieur, c'était à la Cinémathèque Île-de-France, un monsieur qui était passionné d'avions et qui allait tous les dimanches à Orly filmer les avions. Et donc pour ça, il avait acheté une caméra, il était ouvrier. Et accidentellement, il filmait sa femme et ses enfants. Donc on avait 80% d'avions. D'ailleurs, tous les avions qui sont dans le film, je les ai pris dans son... Voilà. Mais accidentellement, il filmait sa femme et ses enfants dans un HLM dont on voit les images. Donc lui, ces images à lui, je les ai toutes exploitées. Hein. Je crois qu'on n'en a pas laissé une de côté. Mais le champ de coquelicots. Et d'ailleurs, il était l'auteur du champ de coquelicots, lui. Ouais. Mais du coup, vous êtes allé chercher des photos aussi, parce que ça permettait d'élargir justement et de traverser le biais social, ouais, en allant chercher des photos anonymes qui, avec l'appareil photo, c'était plus démocratisé. C'est ça. Donc, histoire que une plus grande partie des Français la plus grande partie possible des Français soit représentée. Maintenant, il y a deux choses. D'abord, les femmes au foyer étaient avant tout des femmes de classe moyenne. Les femmes des classes populaires travaillent. Elles ont le salaire de monsieur ne suffit pas, par définition, quasiment. Et puis aussi, c'est là que j'ai senti les limites de qui j'étais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherchait aussi des mariages. On ne voulait pas que des mariages catholiques. Donc on se disait, il nous faut vraiment toutes sortes de mariages au début. Bon, finalement, on a gardé que la mairie, parce qu'on s'est dit, on va virer toute la partie religieuse, puisqu'on n'est pas capable d'en montrer toute la variété. Mais je me suis dit, peut-être que quelqu'un d'une autre origine aurait eu des accès personnels, amicaux, je sais pas moi, une vidéothèque de quartier, j'en sais rien, un truc. Et nous, moi, qui j'étais me limitait dans ma recherche. Et j'ai bien conscience de cette limite, et j'espère du coup que d'autres personnes feront d'autres films sur le sujet venus d'ailleurs. Voilà. Alors, elles viennent d'où toutes ces images? Je parlais de Cinémathèque, d'où il y a pas mal de crédits au générique. D'où viennent-elles? Comment c'est organisé? Comment s'est organisé le travail avec Christine? On est allé, on a fait le tour des cinémathèques de région, parce qu'on a un trésor en France, c'est que on a collecté. Alors maintenant, la question se posait ce matin, je ne sais pas comment on va collecter maintenant les images, mais en tout cas ces images-là, Caméscope, Super 16, etc., Super 8, machin, bon bref, ces images-là, elles ont été collectées par des cinémathèques régionales. Donc il y a des fonds géniaux, pas toujours bien indexés, comme je le disais, mais riches de plein de choses. Et on en a fait le tour, toutes les deux. Elle a des liens avec eux parce qu'elle travaille depuis tellement longtemps. Mais, donc, et c'est comme ça qu'on a récupéré ces heures. Est-ce qu'on se parle d'argent un peu? On dit souvent que faire un film d'archives, c'est cher. Ça va être pour moi. Non, les fonds régionaux, c'est normal, voilà. C'est accessible, ouais. J'ai absolument pas en tête, mais je pense que c'est quelque chose comme 1 000 € la minute. Hein. Et la variété est immense, les accès sont faciles. Quand tu disais les images sont toujours les mêmes, et en même temps on voyait la diversité quand même des choses qui arrivaient.
En venant tout à l'heure sur Instagram, je me disais, aïe, 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 si on devait faire le film, si on devait faire les films avec les images Instagram des vacances, qui sont toutes les mêmes, la même plage en Grèce, ça rétrécit. Et là, Christine revenait quand même avec des fonds incroyables. Je pense à Gaumont Pathé là comme premier, mais il y en a d'autres. Est-ce que pour ce film-là, donc non, mais peut-être pour d'autres films, est-ce que les coups d'image ont déjà influencé vos choix sur certains des projets? Oui. Bah oui. Il y a un moment, il y a une réalité financière. Enfin, oui, bien sûr. Tout influence. Hein, Michel, quand elle appelle et qu'elle dit « je veux Dalida », ouais. Dalida. J'avais trop envie de faire un film d'histoire sur Arte avec Dalida. Parce que je trouvais que c'était... Non, mais enfin... Moi, j'ai un vrai souci, c'est l'accessibilité de mes films. C'est pour ça que je fais de la télévision. Je trouve que c'est un média extraordinairement noble, très sous-estimé. Alors évidemment, comme dans la vitrine d'une librairie, vous aurez à la fois Nabila et Kant. Mais ouais, je trouve que c'est... et du coup, j'ai toujours le souci et tout à l'heure, on parlait de comment on utilise les images, on pourra peut-être y venir, mais de rendre le film accessible à tous. Moi, les gens instruits m'intéressent peu. Les gens qui savent lire d'eux-mêmes m'intéressent peu, qui sont déjà cultivés m'intéressent peu. Ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui rentrent du boulot, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas lire, qui ne peuvent plus lire. Enfin bref. Et du coup, il y a des choses comme ça, il y a des clés comme ça qui font qu'un film fait moins peur. Il peut être tout aussi profond qu'un autre, mais il est un tout petit peu moins impressionnant. Et j'aime pas les films impressionnants. Je trouve qu'ils s'enferment. Et donc voilà, d'où le Dalida. Donc je suis arrivée auprès de Patrick et Juliette en leur disant je voudrais Dalida. Et là, oh. Mais toi aussi, tu es obligé de temps en temps, la contrainte financière, ou quand on espère que c'est pas 10 secondes ou 3 secondes de la même archive, donc tout ça, ça influe, on fait pression. Oui, tout à fait. Moi, sur d'autres films, j'ai eu des tableaux Excel avec en rouge les archives les plus chères, absolument pas utilisées ou à prendre une seule minute. On fonctionne aussi comme ça, avec des tableaux, avec des chiffres. Et c'est vrai qu'à la fin du montage aussi, souvent, on nous demande de remplacer des extraits pour tomber dans la même source d'archives et qu'on puisse avoir remplir la minute. Ouais. C'est ça, tout à fait. Là, c'était pas le cas sur les fonds d'archives amateurs. Non, là, on était... Tout le même prix, tout pareil. Oui, là, il y avait une grande liberté, en fait. C'est ça qui était très agréable aussi. Justement, est-ce qu'ils avaient tous ces fonds familiaux sont déposés par des ayants droit, ils déposent dans les cinémathèques, etc. Est-ce qu'il y a eu un travail de ta part de chercher à savoir justement qui ils étaient, quels étaient ces hommes et particulièrement ces femmes qu'on voit? Est-ce qu'il y a eu une recherche, ou inversement, tu ne voulais pas savoir? Alors non, je n'ai pas cherché à savoir, même si parfois l'information revenait, mais non, parce que ce qui m'intéressait, comme pour les journaux intimes, je cherchais le générique dans tous ces témoignages, qu'ils soient visuels ou écrits. Et je cherchais le tronçon commun, en fait. Je voulais modestement essayer de raconter l'histoire générique d'une femme au foyer, donner à comprendre la réalité de ce quotidien qui était déformé dans nos imaginaires collectifs. Donc le singulier ne m'intéressait pas, en fait. Voilà. Dans les fonds, il y a certaines archives, certaines familles qui déposent un carton de Super 8, peut laisser des directives comme des directives anticipées pour le futur, avec une demande spécifique sur l'utilisation et d'autres fonds qui sont laissés complètement en libre accès. Là, il n'y a pas eu de cas où quelqu'un aurait voulu contrôler Non, puis d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que sur tous les films, quand il y a un personnage ou quelqu'un qui connaît quelqu'un, on nous retrouve tout le temps. Moi, de temps en temps, j'ai du mal à trouver quelqu'un dans une chaîne, ça m'arrive, mais les spectateurs, ils trouvent. Et s'ils ils reconnaissent quelqu'un dans une image, etc., ça remonte. Et là, sur ce film, on n'a pas eu de retour de famille. Le seul retour qu'on a eu, c'est sur une image de Lina. C'est Véronique.
Ouais, Véronique, il y a une jeune femme à un moment donné dans le film qui n'est pas une archive amateur. Et qui n'est pas une archive amateur. Et elle s'est reconnue. Et du coup, on est allé boire un café après ensemble pour échanger. Mais sinon, non, effectivement, on n'a pas eu de retour. Et sur les textes, qui sont aussi une forme d'archive, là, quand ils sont déposés à l'association pour l'autobiographie, on a une obligation de demander l'autorisation aux personnes quand elles sont encore vivantes ou aux héritiers ensuite. Et on sait ce qu'on a fait. Là, on a fait ça pour tout le monde. Et il y a une réponse qui est assez... qui m'interroge encore. Il y a une fille, la fille d'une des femmes qui avait le plus écrit et dont on s'est beaucoup inspiré. On lui a demandé l'autorisation. Elle a dit oui, bien sûr, vous pouvez utiliser des extraits du journal de ma mère. Et je lui ai dit, vous l'avez lu? Elle a dit non. Il fait 12 cartons, je crois. Et sa mère est décédée dans les années 90. Et bon, je ne veux pas savoir, mais... enfin, si, je devine un peu au vu du texte. Mais voilà, elle nous a donné le feu vert quand même. Et on a vu tout à l'heure avec l'ouverture du film que tu mets des images personnelles. Ça a été quelque chose tu avais déjà pensé, tu le savais, que tu avais ces images? Non, ça c'était... en fait, depuis 7 ou 8 ans, j'avais des bobines à la maison que j'avais récupérées, puis ça coûte un peu cher, donc je m'en étais pas trop saisie. Et puis, au moment de regarder les images des autres, je me suis dit, mais attends, enfin, regarde déjà les tiennes. Et personne ne se souvenait de ce qu'il y avait dedans. Et donc, je les ai fait développer. Et à ce moment-là, j'ai découvert un film que tout le monde avait oublié, qui était donc le film du mariage de mes parents. Et ensuite, il y a une autre chose aussi. Plus je travaille dans le documentaire, moins j'aime la position en aplomb. Enfin, j'aime bien dire aux spectateurs, dès l'entrée du film, qu'il y a quelqu'un avec ses fragilités derrière le film. J'aime de moins en moins les grandes voix qui parlent comme ça de manière un peu solennelle. J'aime bien leur dire, voilà, c'est moi qui vous parle, et tout ça est subjectif, évidemment. Donc là, ça me donnait aussi le moyen visuel de dire ça, de dire d'où je venais et pour raconter cette histoire-là. Voilà. Plus ça va, plus j'aime bien signifier qu'il y a une personne derrière le film. Et c'était aussi une façon, en t'impliquant au début, de faire un contrat général avec le spectateur, parce que c'est une chose un peu étrange d'aller marier des textes avec les images des autres, montrer des femmes qui n'étaient pas celles qui avaient écrit, etc. Et donc, pour pas se retrouver à regarder une chose dont on ne sait pas très bien d'où elle vient et qui parle, le fait que Michel s'engage avec sa mère dedans et après lui permettre de poser les bases de la narration, en disant j'ai trouvé des journaux intimes, je les ai posés sur des images amateurs. Tout ce début mettait en place ce fameux contrat. Pacte de... Ouais. Alors Juliette, tu as mentionné les photographies tout à l'heure. Je propose de regarder un autre extrait, parce que l'image fixe, évidemment, là, on ne la ressent pas de la même façon. C'est le 5e. Il n'y a pas de durée limite de travail hebdomadaire pour les femmes au foyer. Elles ne posent pas non plus de vacances, ni elles prennent leur retraite. Il n'existe pas de salaire minimum. Leur travail, comme celui du bénévole ou de l'esclave, n'est pas rémunéré. Pourtant, il rapporte. Pas à celle qui l'exécute, mais à son époux. Les hommes mariés à une femme au foyer progressent et gagnent plus et plus vite que leurs collègues unis à des femmes qui travaillent. Jusqu'à 25% de plus.
J'essaie de tenir le cap, mais parfois c'est rude. Avant de partir au collège, Philippe a fait sa tête dure. Je me suis emportée. J'étais à bout de nerfs. Impression de ressembler à ma mère et ses humeurs en yo-yo. Mon père lui en faisait tout le temps le reproche. Il disait que la maison devait être un refuge accueillant et réconfortant après une journée de travail. Mais en fait, elle n'est un refuge que pour celui qui en sort et y revient. Quand on y passe ses journées, comme moi, le foyer devient une cage. Certains oiseaux aiment peut-être vivre en cage, mais pas moi. Il semblerait que ma fille non plus. En rentrant de l'école, hier, elle m'a annoncé qu'elle voulait devenir archéologue. Elle a raison, et je l'aiderai. Je pense que ce sera différent pour sa génération. Sa première visite à l'étranger a conduit Madame Indira Gandhi à l'Élysée, où le président de la République a eu une longue conversation avec le Premier ministre de l'Inde. Entretien facilité par la parfaite connaissance de notre langue, de celle qui a courageusement accepté de prendre en main la destinée de 400 millions d'Indiens. Oui, il est passé beaucoup d'eau sous les ponts de Delhi et de Londres, depuis le temps où les suffragettes, derrière Mrs. Pankhurst, réclamaient l'égalité des droits civiques pour les femmes. Alors, plusieurs choses me viennent à l'esprit. Déjà, les photographies. Nathalie, tu n'avais pas le même regard, non, c'était toi, Michel, sur l'image animée que sur l'image fixe, peut-être. En fait, on s'est servi avec Nathalie des... En fait, le temps des photos, il est un peu composé comme une chanson, ce film. Il y a des refrains, enfin, il y a des ruptures comme ça. Et le moment où je prends la parole, il est sur des photos. Et on a choisi à chaque fois des regards caméra qui interpellent. Et tout d'un coup, on entend les choses différemment à ce moment-là parce qu'on les regarde, ces femmes, et on est... Enfin, moi, en tout cas, l'effet que ça me fait, c'est que je me plonge dans leur intériorité et en écho à ce que ma voix dit de leur situation. Et c'était important de faire ces pauses-là régulières. C'était un peu difficile à composer parce qu'on avait peur que ce soit... ennuyeux, donc on a eu des grands moments de doute sur le tempo, mais c'est un peu installé comme une évidence assez vite. Oui, puis c'est surtout le moment où toi tu peux aussi faire passer des idées politiques, et moi ce que j'ai trouvé très très intéressant avec ce film, c'est que tu m'as fait comprendre que l'intime en fait c'était lié aux politiques. Et ça ressort très bien, je pense, dans ces plages de photos. Et ce que je voulais juste rajouter sur les photos, c'est que ça vient d'Anonymous Project. C'est quelqu'un qui collecte les photos amateurs depuis plusieurs années, qui en a des milliers. Et on parlait tout à l'heure de l'œil du filmeur. Là, il y a l'œil du photographe. Et ce que j'ai trouvé intéressant, cet été, il y a eu une exposition Martine Parr, Anonymous Project. Et en fait, on se rend compte que si on regarde avec suffisamment d'émotion et d'intérêt, l'œil du photographe rejoint l'œil de l'amateur. Voilà. On a vu là dans l'extrait alors on les appelait les images professionnelles au début de la conversation. Vous avez évidemment beaucoup travaillé aussi. Le film est en majorité constitué d'images d'amateurs, mais aussi un petit peu d'images professionnelles. C'était important de les mettre en contrepoint, quelque part. En fait, je voulais essayer de montrer comment l'histoire nous affecte. C'est-à-dire que quand l'histoire est racontée dans le documentaire, souvent, on est à Paris, à Moscou, à New York, et puis on nous raconte l'histoire de Churchill ou je ne sais. Et nous faisons aussi l'histoire à Limoges, à Saint-Alban-l'Hesse, à je ne sais où. Et la grande histoire est là, elle rentre chez nous par la télévision, par la radio. Et j'avais envie de... C'est une conversation qu'on a eue assez tôt. Il fallait effectivement qu'il y ait des espèces de repères chronologiques
parce que le film commence dans les années 50 et se termine dans les années 80. Donc il fallait qu'il y ait une progression comme ça. Mais je voulais que la progression de la grande histoire se fasse comme nous l'expérimentons dans nos vies, c'est-à-dire à travers la télévision, la radio, le journal intime quand elle dit aujourd'hui JFK est mort. Donc je voulais qu'elle ait sa place, mais sa place dans leur vie à elle. Donc c'est pour ça qu'on voit l'image dans le poste. Et c'était très important pour nous à chaque fois d'installer ces extraits-là comme des contre-champs de ce que ces femmes faisaient chez elles, en l'occurrence regarder la télévision ou quand elles écoutent la radio, etc. Voilà. Alors, l'une comme l'autre, quand on a parlé de montage, parce qu'après tout le temps là, qu'on a évoqué de la collecte d'images, du dérochage, de la découverte des images, puis peut-être des interrogations sur qui les filme, etc., vient celui de la création que vous faites à partir de ce matériau existant. Il y a évidemment toujours la question qui nous traverse, notamment dans les films d'histoire, de sortir de la posture de l'auteur et de l'autrice qui fait un récit et qui vient l'illustrer avec tout un tas d'images faciles à trouver maintenant, vu voilà, tout le travail qu'ont fait les cinémathèques, qu'elles soient privées ou que ce soit l'INA, Gaumont, etc. Vous m'avez toutes les deux parlé de l'importance de chercher à remonter des séquences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça? Comment vous avez opéré? Alors là, c'est parti de la volonté de Michel de monter ce film comme une fiction, avec des séquences, un début, une fin. Et donc, en fait, on s'est dit, c'est pas grave que ça soit du noir et blanc, de la couleur, on mélange tout. Et on prend quelqu'un, par exemple, on l'a vu dans la scène du début sur le mariage. La mariée se fait enlever. Après, on voit une voiture qui part. La mariée est à l'intérieur de la voiture. Donc tout ça, c'est des archives différentes. Et l'idée, c'était de construire un récit à partir de ces archives différentes, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. En fait, l'idée, c'est de reconstituer des moments. Parce qu'en fait, une vie quotidienne, elle est faite de moments. Et donc, je voulais pas qu'on illustre les propos de ces femmes. Je voulais qu'on expérimente la vie de ces femmes. Et donc, c'était important que on ait, par exemple, là, l'extrait qu'on vient de voir, on arrive chez quelqu'un qui est en train de passer l'aspirateur. Et elle parle d'autre chose. Elle raconte comment son fils, Philippe, lui a fait une crise le matin avant d'aller au collège. Et je ne voulais surtout pas... Moi, j'étouffe un peu parfois dans les films où il n'y a pas d'espace entre le texte et l'image. En tant que spectatrice, j'aime bien qu'il y ait un espace entre ces deux choses-là pour que moi, je puisse y rentrer et y fabriquer quelque chose. De la réflexion, des souvenirs, je ne sais. Et... Donc là, pour moi, tout le film, chaque étape du film, c'était des moments. Donc il y avait le moment où elle fait le ménage, le moment où elle se marie, le moment où elle fait la vaisselle. Voilà. Et on essayait, avec cette matière foisonnante, de reconstituer ce moment avec des chants, des contre-chants. C'était assez jouissif. Je veux dire... on cherchait le chat, par exemple, au début. Elle est en train de faire la vaisselle, elle se retourne. J'imagine que dans l'archive d'origine, elle se retourne parce que son mari l'a appelée. Et nous, on a mis un chat parce que dans la réalité d'une femme au foyer, elle est seule à ce moment-là. Lui, il est au travail. Donc, voilà, à ce moment-là, on a mis un chat. L'idée, c'était de reconstituer des moments, surtout. Voilà, je suis très attachée aux moments. Oui, tout le film, c'était l'idée de ton idée fixe, c'était d'échapper à chaque instant à l'illustration. Ah ouais. C'est possible de le faire complètement, ça? Parce qu'on n'a pas tous envie de le faire, mais qu'on le fait quand même un peu. Alors moi, j'ai une telle allergie que... la pauvre Nathalie, d'ailleurs, elle le sait. Non. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est plus compliqué. C'est plus dur. Ça prend plus de temps. Ça fait des journées plus longues. Mais c'est possible. Et alors, est-ce que vous aviez toujours à chaque fois la bonne image? Ou alors il a fallu faire une croix sur certaines idées? Ou est-ce que... Alors, non, j'ai l'impression qu'on n'a pas... Je me souviens, le passage sur l'amant, ce qu'on a vu là, quand j'ai vu dans les journaux intimes
des femmes qui racontaient leurs histoires ou leur non-histoire le plus souvent, parce que c'est compliqué d'avoir un amant quand on ne sort pas de la maison ou quasiment pas. Et je me souviens me dire, lire ça et me dire, oh là là, il faudrait absolument que ce soit dans le film, ça. C'est important de dire qu'elles avaient des envies sexuelles, sentimentales, etc. Et je me dis, mais comment illustrer ça sans avoir... Enfin, comment illustrer ça? Et puis, et je me souviens, je crois que je t'avais envoyé un SMS, et à toi aussi, je t'avais envoyé des captures. Parce que quand je suis tombée sur les images de lui et elle, lui qui remonte ses petits biscottos et tout, elle qui se marre, je me suis dit, ça sera ça, en fait. Et là, typiquement, on n'est pas dans l'illustration. Mais tout le monde comprend, quoi, ce qui se passe entre lui et elle. Il était magnifique, ce film. C'est le monsieur qui remonte sa chemise, là, ses manches. Il filmait beaucoup. C'était un passionné. Il fait partie d'un club. Enfin, il faisait partie d'un club. Et donc, on a utilisé pas mal d'extraits de ces films. Et celui-là était magnifique, avec la lumière rasante du soir. Enfin, c'était... Et donc, j'ai envoyé tout de suite. J'ai dit, bon, je crois que cette scène-là, on a les images. Alors, est-ce que juste le fait que ce soit justement des images amateurs crée une sorte de liberté d'utilisation qu'on ne prendrait pas s'il s'agit d'images professionnelles? Par exemple, pour recréer une séquence de quelque chose? Non, ça, c'est le parti pris. On peut tricher aussi avec des images d'autres fonds. De toute façon, on triche toujours. Hein. Donc là, en fait, le parti pris était radical dès le début. C'est ce que disait Juliette. C'est-à-dire, dès le début, on annonce la couleur, on prend personne en défaut et on explique que c'est le mentir vrai, quoi. C'est-à-dire, voilà, notre honnêteté, elle se situe dans la justesse. Elle se situe dans la fidélité aux textes qui ont été écrits et à la mémoire de ces femmes. Après, de toute façon, enfin, notre métier, il y a une part de mensonge. Enfin, donc, le parti pris radical de dire, allez, de toute façon, on veut parler de ces femmes d'un point de vue générique, donc nous allons utiliser ces archives d'une manière générique, comme un alphabet, en fait. Mais j'envisage tout à fait un jour de prendre des images professionnelles et d'avoir le même parti pris pour une raison autre, évidemment, mais rien n'est impossible à partir du moment où le parti pris est honnête, respectueux et est une traduction la plus juste, est une forme la plus justement traduite du propos, quoi. Je sais pas. Après, c'est vrai que dans les archives, pour les films historiques, on cite des événements particuliers, etc. On n'a pas cette liberté-là, mais on est obligé de mettre des archives qui correspondent à un événement qu'on cite, etc. Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là, quoi. Et c'est aussi ce qui est fabuleux dans ce film et dans les films, les archives amateurs, c'est qu'on peut aussi laisser place à l'imaginaire, quoi. Vous l'avez fait aussi pour Simone Signoret. Vous prenez des archives de fiction, pour le coup, et ça raconte, dans tout ce qu'on voit là, dans les productions de portraits d'acteurs, d'actrices, réalisatrices, des films qui sont entièrement faits avec des fictions, des chefs-d'œuvre, où tout est retravaillé. Alors c'est une autre expérience. Ouais. On l'a fait ensemble, de passer de Simone Signoret, travailler avec les films de Baker et compagnie, puis travailler avec les amateurs. Donc moi, bizarrement, je me sens bien plus confortable dans les films à travailler la matière amateur. J'ai l'impression d'être avec les gens avec qui je travaille habituellement, les filmeurs. Et quand on utilise les films de fiction, j'ai l'impression d'être un peu en contrebande. Parce que c'est tout d'un coup cette question de l'intention qu'on voit dans l'image amateur de la personne qui filme, ajoutée à l'intention de Michel. J'ai l'impression que ça fait partie de la même famille. Quand on utilise un plan d'un chef-d'œuvre pour illustrer un état de la biographie, tout de suite c'est un peu sauf qu'on a plus complexe. Illustré non plus. Je sais, mais c'était tout l'ambition. Ouais. Mais c'est quand même le film de quelqu'un d'autre. Absolument. Et là, je trouve que pour le coup, la question, elle se pose
tout le temps, parce qu'on est tout le temps sur la brèche de pas se retrouver à dire, à montrer Simone Signoret qui prend un verre de whisky et dire qu'elle est alcoolo. Parce que ça, c'est pas possible de travailler comme ça, mais c'est cette question-là qui est tout le temps beaucoup plus posée, alors que c'est beaucoup plus intuitif et naturel dans le film amateur. Pour autant, la personne qui filme, même amateur, il n'y a pas de matériau brut, elle est forcément là pour une raison, elle cadre cette façon pour une raison. C'est pour ça que je dis, voilà, qu'on sent son intention et que j'aime bien sentir l'intention qui converge vers celle de Michel. Est-ce qu'on regarde un autre extrait? On peut, hein? Oui, alors on va regarder le numéro 7. Mars 1953. Midi, actualité. Aujourd'hui, la moitié nord-ouest de 100 millions d'habitants acclamaient tous les ans sur la place rouge. Joseph Staline est mort. Le chef du plus vaste empire. Harold Porte-Noir, est-ce que vous avez envisagé que la femme pourrait gagner la vie du ménage et que l'homme resterait à la maison? Disons que par nature, la femme est mieux faite pour être au foyer. Mon mari a trouvé un poste à Bretigny. C'est une nouvelle vie qui commence, loin de mon enfance. Nous emménageons dans un petit appartement de la rue Camille Claudel. Nous n'avons pas grand-chose. Enfin si, tous les magnifiques cadeaux de la liste de mariage. Mais aucun meuble, à part mon lit bien étroit de jeune fille. Nous allons donc à la foire commander un bahut, une table et 4 chaises pour la salle à manger. J'apprends à découvrir ma ville d'adoption. Mon mari, la seule personne que je connais, est maintenant absent toute la journée. Les heures sont longues jusqu'à son retour. Nous n'avons pas le téléphone. Et pour appeler mes parents ou tante Liliane, je descends à la cabine. Cette nouvelle vie est très différente de ma vie d'avant. Mais près de Georges, je suis tellement heureuse. Et l'arrivée prochaine d'un bébé estompe un peu ce mal-être que je ressens. Je voulais juste rajouter, tout à l'heure on a parlé du temps et en fait nous, je trouve en documentaire, on a la matière la plus belle, c'est le temps. En fiction ils ont l'imagination, mais nous c'est ça qui séduit je pense beaucoup et qui touche beaucoup. Et le mélange de toutes ces archives, cette espèce de patchwork qu'on s'est permis au montage, c'était aussi tous ces temps ça nous disait que ça s'est pas passé en 1986, que ça s'est diffusé sur une période longue. Et à chaque fois que je vois ça, je me dis qu'on a le plus beau médium du monde avec le documentaire parce que notre matière première c'est le temps et la fiction il grime, c'est moche, ça marche pas. Enfin, peut-être qu'avec l'intelligence artificielle ça sera mieux, j'en sais rien, mais pour l'instant nous on a un truc qui a une puissance dingue. Notre matière première c'est ça, c'est le réel. Mais c'est le temps, c'est le présent, mais c'est aussi hier. Et ça c'est vertigineux comme. Alors les images sont pas dans le format d'origine, vous avez retaillé dedans. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, je vais vous laisser. Il y a plein de choses sur lesquelles on a triché. On a triché là-dessus, on a triché sur le son aussi. Alors ça c'était pareil. Enfin, je crois que sur le son, Juliette, elle avait des réserves. Je crois que j'ai le souvenir d'une conversation qu'on avait eue à propos du son. Parce qu'effectivement, on a habillé le film, tous ces films, à peu près, où la grande majorité étaient muets. Mais encore une fois, moi, mon intention, c'était d'en faire un film de mémoire et un film politique dans lequel on expérimenterait la vie de ces femmes.
Et donc, pour que l'expérience soit complète, j'ai souhaité faire du design sonore. Donc, alors, il n'est pas complet. On a joué sur certains éléments. On n'a pas voulu en rajouter des tonnes. Et puis aussi, être plein cadre. Que rien ne nous distrait de la respiration du moment, de l'aspirateur, de la Jacques Citron. Enfin bref, tous ces trucs hyper importants pour moi. Et donc, ce choix a été très rapidement fait dès le début Oui, et puis c'était aussi dans un souci d'uniformité parce qu'on avait des formats différents, donc pour garder vraiment un plein cadre tout le temps, pour pas être perturbé par des changements de format en fait. Mais du coup, vous posez une sorte de deuxième regard, enfin un regard vraiment de fabricant sur l'image qui existe déjà. Ah oui, c'est devenu une matière. C'est devenu... Alors, on a essayé de ne pas lui faire dire le contraire de ce qu'elle racontait à l'origine. Et je pense qu'on a été honnête de ce point de vue-là. Mais une fois qu'elle se situait bien dans le sens de ce qu'elle voulait dire à l'origine et de ce que nous, on cherchait à dire, elle est devenue effectivement une matière parmi d'autres pour monter ce moment, justement, à la manière d'une fiction, avec des chants, des contre-chants, la constitution d'un espace. Et là, on allait chercher l'image pour fabriquer cet espace. On recadre encore, avec des images actuelles. Maintenant, je sais que j'avais produit un film qui s'appelle L'héroïque cinématographe sur les chefs opérateurs de Guerre 14, de Laurent Verret et Agnès de Sassy. Et la question, c'était les images. Donc, on travaillait dessus. Donc, quand à un moment a été évoqué l'idée de recadrer en 16/9, ça a été problématique. Donc, on l'a pas fait. Mais aujourd'hui, et donc c'était tout un débat, cette fameuse question de retoucher ou pas, de recadrer. Et c'est en train de s'inverser, je vois bien, parce que là, en ce moment, sur des chouettes caméras où il y a des chefs-op ou réalisateurs qui disent non, mais je veux celle-là parce que je peux recadrer dedans. Et ça devient un argument inverse. Donc tu recadres dans des images tournées aujourd'hui. Oui. Oui, on tourne en 4K, on recadre dedans. Alors, je regarde juste l'heure parce que je nous vois. Voilà. Je vous pose une dernière question, puis on va peut-être permettre un échange avec notre assistance. Est-ce que vous avez eu des surprises les unes et les autres dans l'ensemble de cette aventure filmique ? Moi, je crois que c'est surtout la qualité des images amateurs. Moi, j'étais assez bluffée par la qualité des images et par l'émotion, effectivement, qu'elle dégageait. Moi, c'est surtout la réception du film qui m'a surprise, en fait. C'est les femmes qu'on a croisées. Les hommes, moi, surtout. Ouais. Dans les projections. Ouais, c'était très prolixe de façon de parler de soi en permanence, de se souvenir et de tout d'un coup. En fait, il y en avait qui étaient très troublés d'être troublés de le réaliser maintenant. Et il y avait des gens qui sortaient un petit peu hallucinés de se dire mais j'avais pas pensé, j'avais pas vu, et de revisiter rétrospectivement leur vie, la vie de leur mère, de leur grand-mère, etc. Et c'était impressionnant de voir cette émotion-là. Oui, et puis aussi et du côté des femmes, de voir des vieilles dames touchées parce que tout d'un coup... ça m'est arrivé plein de fois que des vieilles dames viennent à la fin et disent c'est ma vie, en fait. Et moi, c'est ça, puisque pour moi l'enjeu c'était la justesse, forcément ces retours-là sont pour moi extrêmement précieux, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, j'avais une question. Vous avez parlé plusieurs fois que c'était un film de mémoire et pas un film d'histoire. Et pourtant, il y a un énorme travail sur des sources, qui est un travail d'historien. Il y a un travail de recomposer des trous à partir de ces sources, qui est une histoire qui est oubliée. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai travail finalement d'historien, une vraie démarche historique. Et du coup, je voulais demander quelle est pour vous la différence entre histoire et mémoire,
Parce que moi, je trouve que c'est plus un film d'histoire qu'un film de mémoire. Alors, je dis ça parce qu'en fait, là, pour moi, la différence, c'est le travail. C'est-à-dire que pour moi, un film d'histoire, enfin, un livre d'histoire sur le sujet, ce serait le travail d'une thèse sur de nombreuses années, etc. Moi, je n'y ai consacré qu'une année, finalement. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Et puis, j'ai pas une démarche scientifique non plus, c'est-à-dire que je m'appuie sur un nombre assez restreint de journaux intimes. Donc, voilà, c'est simplement pour ça... et c'est aussi pour ça que je tenais à ouvrir le film avec le souvenir de mes parents, parce que je voulais justement exprimer la subjectivité d'entrée, quoi. Voilà, et ne pas prétendre à une exhaustivité quelconque. J'espère que le travail d'histoire va venir maintenant. C'est-à-dire que moi, mon souhait, c'est que ce film donne envie à de jeunes étudiants ou de jeunes étudiantes d'explorer ce moment de l'histoire des femmes qui, pour moi, en fait, il y a eu la révolution féministe, la deuxième, celle du vote, dans la première moitié du XXe siècle, dirons-nous, en gros, ça dépend des pays, mais... et puis, la troisième révolution féministe qui a lieu dans les années 70, et puis, entre les deux, les 30 Glorieuses, on estime qu'il ne s'est rien passé. Or, pour moi, ces femmes-là, elles sont le chaînon manquant entre ces deux révolutions. Et il y a tout un travail historique à faire. J'espère que le film donnera à quelqu'un envie de le faire. Bonjour. Il y a dans votre documentaire la réflexion d'un... Bonjour. Il y a dans votre documentaire la réflexion d'un commentateur. Débarrassez-vous de votre air faussement... de votre air faussement... alors, je me souviens plus exactement. Mais apprêter ou emprunter, quelque chose comme ça. De votre air faussement ménagé, quoi. Débarrassez-vous de votre air, voilà, d'un air faussement ménagé, voilà. Et je me demandais si vous étiez demandé à ce moment-là, est-ce qu'il s'agit d'un cynisme un peu pernicieux, ou alors d'une ignorance, je veux dire, flagrante de ce que la femme ressent quand on la filme, quand son mari la filme, alors qu'elle fait la vaisselle. Alors cet extrait-là, il est dans le film. En fait, il était très important pour moi de faire ressentir le sexisme de l'époque. C'est-à-dire que en fait, ça, je l'ai appris avec Simone Signoret, quand on a travaillé sur le Simone Signoret. Quand j'ai commencé à bosser sur Simone Signoret, pareil, j'ai écouté plein d'archives, et j'étais hallucinée par les questions, mais hallucinée. Et je me suis dit, quand on fait un documentaire biographique comme ça, on enlève les questions. Formellement, c'est une espèce de réflexe. On enlève les questions, on garde les réponses. Du coup, on ne se rend pas compte face à quoi se situent les questions. Et là, du coup, depuis ce film-là, quand je parle d'histoire, surtout d'histoire des femmes, j'ai toujours le souci de reconstituer le contexte sexiste de l'époque. Donc, c'était important. On avait fait une sélection dans les archives de l'INA de moments sexistes. Alors, on n'en a pas mis trop parce que c'était... Aujourd'hui, on a l'impression que c'est une caricature, alors qu'en fait, c'était l'air du temps, en fait. Et c'est ce contre quoi ce avec quoi elle devait vivre. Donc, on a comment dirais-je, assaisonné avec un peu de vinaigre le film comme ça, avec quelques moments sexistes qui font rire aujourd'hui, mais qui étaient une banalité à l'époque. Donc voilà comment ces choix ont été faits. Et c'est pas, j'espère qu'on ne voit pas ça comme la faute d'un homme, mais comme un moment dans l'histoire qui n'était pas... Il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit, disons, parce qu'il y a un présentateur télé aussi qu'on n'a pas vu là, mais qui est assez... et quelqu'un m'a dit, oh, quel con celui-là. Non, enfin, j'espère que les gens ne se disent pas quel con celui-là, mais que plutôt se disent quelle époque c'était. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'entend, nous, aujourd'hui, et elle l'entend, elle, à l'époque. C'est-à-dire que tu as dans le même extrait, on a les deux lectures temporelles qui s'opèrent un peu au même moment.
Rémi Lenné. Question de Françoise de La Ciotat. Les connaisseurs de La Ciotat reconnaîtront sans doute Françoise Roman, j'imagine, qui a une question un petit peu en marge, c'est un pas de côté, mais sur les choix musicaux du film. Et puis après, j'ai une deuxième question. Alors la musique, en fait, je me suis fait plaisir sur la musique. Je me suis dit, il faut une musique accessible aussi. Parce que ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles écoutent la radio, elles écoutent la musique populaire. Donc je voulais vraiment une musique de film accessible comme ça. Et je travaille depuis très longtemps avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Delétang, qui est éditeur. On se connaît très bien. Et donc je suis allée le voir et je lui ai dit, écoute, dans mes rêves les plus fous, pour ce film, j'aimerais quelqu'un qui puisse me composer des chansons, parce que je veux des chansons. Et alors, si possible en italien, parce que l'italien, c'est le marketing de l'amour, quoi. Donc, en gros, c'est la promesse de tout va être beau, etc. Et c'est ce qu'elles écoutent. Et c'est pour ça qu'il y a Dalida au début. On vend le truc. Après, ce qui se passe après, on chante plus. Hein, mais au début. Et donc, je voulais cette espèce de truc-là. Et il me dit, oh, écoute, ça tombe bien. Je travaille avec un groupe qui s'appelle les Feste Antonacci, 2 Italiens. Je te les fais rencontrer et c'était un régal, quoi. Enfin, ils étaient extraordinaires. D'abord, ils étaient très bons et en plus très drôles. Donc, on s'est vraiment régalé, quoi. Ils étaient là, je suis là avec le confinement. Je vois très bien ce qu'elles vivent. Je vis la même chose. J'ai une petite fille. Je vis la même chose. Je vois très très bien. Je comprends. Et du coup, ils ont fait des chansons. Bah, moi, je les trouve vraiment. Je les écoute en faisant le ménage, moi, maintenant, ces chansons. Donc voilà. En tout cas, Michel, tout ce qu'on voit de votre film, ça touche, c'est formidable, et la manière dont vous en parlez, que les choses soient très claires, mais je vais me faire un tout petit poil l'avocat du diable derrière. C'était pour... On disait, on triche toujours, évidemment, on triche toujours. Mais jusqu'à quel point on a le droit de tricher avec des images comme ça, qu'on va piocher dans l'intimité, puisque c'est quand même la femme sous sa douche, le type, après tout, qu'on désigne comme un amant, peut-être que, je sais pas, moi, il est homosexuel, ou il dirait, mais jamais je pourrais avoir une aventure avec cette femme-là. Qu'est-ce qui nous autorise, nous, à utiliser les images des autres pour notre propos, pour nourrir notre propos? C'est quoi le garde-fou? Parce que quand on filme des gens, il y a l'endroit à l'image, et ils disent non, Coco, ça je veux pas que ça passe, ou Cocotte, pardon. Et là, il y a quelque chose quand même qui est un peu sensible, je dirais, une limite sensible. Je suis d'accord. Je suis d'accord et je suis pas forcément. Enfin, j'ai pas une réponse forcément claire. Moi, ce qui m'a donné l'autorisation, c'est le fait que ces images ont été déposées dans des lieux publics. Avec une autorisation d'usage a priori. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'ensuite, les cinémathèques de région vérifient aussi l'usage qu'on en fait, évidemment. C'est-à-dire que ils n'autoriseraient pas, ils ont confiance dans le lien avec la documentaliste, Christine. Ils sont au courant du projet. Alors, effectivement, ils ne voient pas le film avant qu'il soit diffusé. Ça, on n'a pas. Mais quand même, il y a quelques garde-fous au préalable. Mais effectivement, c'est le gars qui relève ses manches. Effectivement, peut-être c'est sans doute pas sa maîtresse, c'est sans doute sa femme ou sa future femme, je ne sais. Il y a effectivement une autorisation, une liberté qu'on a prise, que j'ai prise, dont on peut débattre volontiers. Je n'ai pas une réponse nette là-dessus. Premier élément de réponse, quand même, effectivement, la possibilité d'en disposer. C'est déjà une vraie réponse, ça, je crois. Ouais. Oui, alors, je crois que j'ai 2 questions. C'est d'abord, est-ce que c'était dépressif pour vous? Est-ce que vous étiez déprimé à lire ces lettres, à voir ces images et à être dans cet univers-là? Et l'autre question, c'est aussi par rapport aux images. Vous avez parlé d'une dame à qui vous avez demandé si vous pouviez utiliser les courriers de sa mère. Donc, est-ce que vous avez demandé des autorisations à tout le monde, parce qu'en même temps, vous dites qu'ils les ont déposés dans les cinémathèques. Est-ce qu'il fallait des autorisations? Est-ce qu'il fallait acheter aussi les archives, ce qui avait un coût? Et est-ce que vous êtes mis en contact avec
tous ces gens-là, comme avec la dame pour les cartons de sa mère. Donc, première question, dépression. Ok, nerveuse. alors, première question de dépression, non. Non. C'était très joyeux parce que tu avais l'impression de rendre... C'était Ouais. tellement... Quand même, on avait l'impression de découvrir un trésor, donc, et de rendre hommage, et de donner à voir, et de découvrir vraiment qu'on allait partager. Donc, au contraire, moi j'ai l'impression que on n'arrêtait pas de s'appeler en disant j'ai vu un nouveau truc, elle est là, Françoise, Anna, et il y avait des noms. Donc, au contraire, moi j'étais antidépressif au possible. Oui, c'était très joyeux. Et puis en plus, avec la musique qui était hyper joyeuse, donc ça, c'était vraiment bien. Et puis juste pour revenir sur sa question des archives, il y a aussi l'idée d'utiliser ces archives et de faire revivre un peu ces gens à l'image. On se disait, lui, il a dû avoir cette vie-là. Enfin, on se racontait aussi, nous, notre propre histoire par rapport à eux, et puis ils revivaient sur l'écran. Donc finalement, c'est aussi, je pense, leur rendre un hommage d'utiliser leurs archives. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. On passait du temps à faire ça, à se dire que du coup, enfin voilà, ils n'allaient pas dormir dans un carton et qu'ils allaient ressusciter l'espace d'un film. Donc sur la dépression, voilà la réponse. Et puis sur les archives et les autorisations. Alors il faut distinguer donc les images et les textes. Pour les images, on n'a pas besoin de demander l'autorisation puisque quand elles sont déposées dans les cinémathèques régionales, de facto, enfin les propriétaires de ces images signent une décharge comme quoi elles peuvent être utilisées. Ils libèrent leurs droits. Ils libèrent leurs droits. Ce qu'on paye, je crois que ce sont que des frais techniques et d'entretien pour les cinémathèques. Ils ne reçoivent même pas d'argent après. Et dans les 1 000 € dont parlait Juliette tout à l'heure, les 1 000 € à la minute, à peu près, ça va de 700 à 1 000, je crois, un truc comme ça. Après, pour les textes, l'association pour l'autobiographie, elle demande à ce qu'on contacte toutes les personnes qui ont écrit ou les personnes ou leurs descendants. Donc on l'a fait ça, on l'a fait à chaque fois et on a eu l'autorisation à chaque fois. Voilà. Oui, bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Vous dites que donc c'est l'histoire oubliée des femmes. Il y a une grande partie qui a été occultée dans l'histoire des femmes au foyer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire que c'est quand la société n'est pas tout à fait à l'aise avec ce qui s'est passé et comment on a occulté leur histoire, et qu'il y a un lien avec encore le présent aujourd'hui, comme c'est encore maintenant la vie de certaines femmes? Est-ce que c'est aussi pour ça que justement on ne s'y est pas encore tellement intéressé, on n'en a pas encore assez parlé? Et est-ce que vous pensez que c'est seulement encore avec du recul et quand il y aura une plus grande évolution encore qu'on pourra porter un regard encore plus objectif? Objectif, ouais. Historique. Alors, en fait, ça c'est ma modeste analyse, mais elles pâtissent d'une double punition, les femmes au foyer. C'est-à-dire qu'elles étaient invisibles dans la société dans laquelle elles ont... Parce que, en fait, je me suis consacrée à la deuxième moitié du XXe siècle. Il existe des femmes au foyer aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est un choix. Enfin, dans une large mesure, c'est un choix. À l'époque, c'était un destin. On vendait ça aux femmes en leur disant « c'est ça, l'acmé, enfin, le truc le plus dingue que tu puisses vivre, c'est d'être femme au foyer. Enfin, le plus beau destin de femme, c'est celui-ci. » On leur a vendu ça à l'époque et c'était très dur de s'en dégager. Aujourd'hui, on est femme au foyer par intermittence. On est femme au foyer parce qu'on est au chômage ou parce qu'on veut s'occuper de ses enfants à un moment donné. Enfin bref, on peut rentrer et sortir de ce rôle-là. C'est pas, pour moi, c'est autre chose. Ce qui m'intéressait, c'était le destin. Et à l'époque, elles étaient donc invisibles, sauf dans leur rôle caricaturé. Et elles étaient aussi invisibles aux yeux des féministes, parce qu'elles étaient les adversaires politiques des féministes. Donc les féministes... Alors, il y en a une quand même, pas la moindre, Simone de Beauvoir, qui en parle dans le Deuxième Sexe. Il y a Betty Friedan. Enfin, il y a quand même quelques ouvrages, mais on les compte sur les doigts d'une main. Mais sinon, les féministes, les femmes au foyer, c'était l'adversaire politique. Elles étaient conservatrices, elles incarnaient... Donc, je pense que pendant les années 70-80, elles n'ont pas tellement intéressé pour cette raison-là. Comment ? Ça dépend de leur milieu d'origine, là, aux féministes. Mais oui, ça pouvait être leur mère, en plus. Donc, enfin, voilà. Après, donc, le temps passant, effectivement, ça va peut-être libérer des choses...
Et puis, il y a le phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le renversement des récits. Enfin, c'est ça dont elle bénéficie aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul récit, qu'il y en a plein et qu'il faut aller les chercher, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai espoir que... Enfin, moi, je compte beaucoup sur la génération qui vient pour aller creuser ça un peu. Moi, je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de voir le film. Et vous avez beaucoup de chance d'avoir eu accès à ces sources originales et rares. Et, voilà. Et en fait, vous faites vraiment un travail d'historienne parce que vous partez de sources et vous les interprétez. Vous faites de l'histoire non pas avec des mots en écrivant un livre, mais avec un film. Du coup, ça m'interroge par rapport à la légitimité historique du film, c'est-à-dire est-ce que le cadre dans lequel vous situez votre fond et votre champ, vous avez parlé là de la deuxième moitié finalement vous avez un cadre assez précis, mais est-ce qu'il est suffisamment défini? Est-ce que vous avez, même si vous avez appelé une historienne et qu'elle a dit qu'il n'y avait rien eu de fait, est-ce que vous avez eu envie de faire valider ou de creuser avec des historiens dont c'est le métier, qui travaillent sur l'histoire de la société, l'histoire contemporaine, l'histoire des mentalités, pour voir si ce que vous ressentiez instinctivement en tant que réalisatrice d'un film d'histoire, ça rejoignait finalement l'analyse qui était proposée par les historiens. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, j'ai effectivement beaucoup lu ce qui existait et j'ai rencontré la seule femme en France qui a écrit un livre vraiment proprement sur l'histoire des femmes au foyer qui s'appelle Le travail et la vertu. C'est une femme, c'était sa thèse dans les années 60. Après, elle a fait une orientation complètement différente. Voilà, on a beaucoup échangé ensemble. Mais non, je ne suis pas allée faire valider mes intuitions. Enfin, je les ai travaillées dans le cadre de lecture. Et je me suis beaucoup effectivement inspirée de Beauvoir, de Betty Friedan. Mais on pense à Michel Perrault peut-être. Ouais, mais sur les femmes au foyer. Peut-être que je me trompe, mais peut-être il manque de données. En fait, c'est simplement ça. Il faut des chiffres pour passer. Non, mais pour passer à l'étape supérieure. Je ne sais pas, mais en tout cas sur le sujet précis, sur les femmes, bien sûr qu'il y a plein de choses. Sur les femmes au travail, il y a beaucoup de choses. Sur les mères, il y a quelque chose. Mais sur les femmes au foyer, il n'y a rien. C'est pas les mères au foyer, hein, c'est les femmes au foyer. Et elles sont mères parfois, enfin souvent, le plus souvent, mais c'était les femmes au foyer qui m'intéressaient. Et vraiment, enfin, c'est un angle mort. Puisque finalement, quand vous en parlez, il y a un champ qui se précise, c'est-à-dire que c'est bourgeoise. C'est une époque, les années 50, vous avez parlé des révolutions féministes, donc avant la révolution des années 70. Ouais, donc finalement, vous êtes sur une image de la France qui n'est pas celle d'aujourd'hui, multiculturelle. Donc il y a quand même un champ assez précis qui est défini. Oui. Est-ce que vous... Enfin, j'ai pas vu le film, mais est-ce que vous définissez clairement ce champ dès le début, pour justement donner le cadre dans lequel vous avez pris la liberté de monter ces archives, en fait. C'est pour ça que c'est important de le voir, parce qu'elle explique bien comment on sort de l'industrialisation, comment on arrive aux bourgeois qui sont contents de pouvoir offrir une vie au foyer, et donc tout le cadre est précisé, ouais. Après, c'est un film, c'est pas une thèse, et c'est justement, on parlait un peu de biais de narration tout à l'heure, c'est justement par les textes et les images choisies qu'elle construit sa vision. Elle ne fait pas intervenir, je parlais de données tout à l'heure, elle ne fait pas intervenir de données là-dessus. C'est vraiment... Oui, mais je veux dire que par rapport à la communauté des historiens qui consacrent souvent à un sujet toute une vie d'enquête, de recherche, de réflexion, même... en échangeant à l'échelon international, c'est vrai que quand on s'appuie sur le médium télévisuel, on a accès à un immense public. Donc on fait un travail peut-être de vulgarisation scientifique. Et donc pour moi, il me semble important, quand on fait de l'histoire ou quand on fait un film pour Arte et Sciences sur une approche scientifique, d'avoir en tête
cette généalogie de la pensée aussi et la validation du travail des historiens. Alors la généalogie, je suis d'accord, la validation, pas forcément. Non, pas forcément, mais disons un accompagnement, quoi. Oui, alors, mais ça, c'est... De toute façon, la rigueur, pour moi, c'est l'acte premier. C'est l'exigence première, puisqu'on est les seuls... dans la salle de montage, on est 2 pour protéger le spectateur. On peut faire ce qu'on veut. Donc, cette rigueur-là, elle est là. Après, la validation, c'est encore autre chose. J'ai travaillé avec des historiennes sur d'autres sujets. Mais là, ce qui m'importait, c'était la voix des femmes au foyer. C'est pas une thèse sur les femmes au foyer. C'est une expression de leur expérience. C'est une synthèse de leur récit à elles. C'est ça qui m'intéresse. C'est pour une fois, c'est elles qui sont intelligentes. On n'est pas intelligent à leur place. Non, bien sûr, mais l'histoire contemporaine, elle est partie maintenant dans cette direction-là. De Martine Sonnet avec Atelier 62 qui reprend l'autobiographie de son grand-père. Donc il y a entre la fiction, le documentaire et l'approche historique, entre guillemets scientifique, dans l'histoire collective, on n'est plus dans les grands événements, les grandes personnes. Donc finalement, le médium télévisuel, c'est un enrichissement formel de la façon dont on fait de l'histoire aujourd'hui. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est un enjeu très fort parce que la télévision amène une idée ou une réflexion à être vue par un très grand nombre de téléspectateurs. Ouais, absolument. Il y a une question devant, pardon. Isabelle, peut-être juste là. J'y vais. Non, moi, c'était juste une intervention rapide suite à ce que tu... Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Bonjour. Très intéressante, effectivement, sur un passage de l'histoire. Et ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est de voir, et donc il y a plusieurs papiers aujourd'hui qui disent que le paradigme a changé. Les femmes peuvent aujourd'hui être plus autonomes, mais aujourd'hui, justement, elles disparaissent complètement des photos. C'est elles qui prennent les photos. Et que le bonheur, c'est de voir leurs hommes s'occuper de leurs enfants, à un moment donné, justement, la poussette, le machin, quand ça va bien. Et qu'en fait, une femme a fait une radioscopie comme ça, un peu des photos, et de voir en fait que les femmes disparaissaient du champ de l'image. Voilà, donc c'était une discussion de voir quand elles apparaissent, elles sont sous l'œil de l'homme et contraintes. Ouais. Et quand elles ne sont pas là, c'est pour donner la part belle aux hommes. Et en tout cas, c'est ce qui apparaît un peu plus aujourd'hui. On en discute un petit peu ici, on est un petit peu dans ce cas-là. Et donc voilà, c'était pour partager en tous les cas une évolution de l'image de la femme. Voilà. De toute façon, l'étude de l'image est intéressante pour ce qu'elle montre et pour ce qu'elle ne montre pas. Donc on peut toujours tourner autour. Émeric. Bonjour, juste une question, je rechange de thématique à propos de raconter avec les images des autres. Ce que vous faites dans le film, que j'ai vraiment trouvé remarquable, c'est que non seulement vous racontez avec les images des autres, mais vous le faites en plus avec des fragments d'histoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, le principal enjeu narratif, c'était de trouver le tronçon. Moi, j'aimerais que vous disiez peut-être un mot de plus, savoir à quel moment vous avez compris quelle allait être l'histoire que, non pas ces images, non pas ces récits écrits, non pas ces éléments historiques, mais l'histoire que vous allez raconter, et à quel moment ça s'est produit, en préparation, au montage. Alors, ça s'est fait en 2 temps. Il y a un temps avant le montage, et puis il y a eu un temps énorme au montage. Avant le montage, en fait, en lisant les récits, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous en commun un certain nombre d'étapes. Par exemple, la rencontre était toujours heureuse, parce qu'on est au XXe siècle, c'est des mariages d'amour, donc la rencontre était toujours magnifique. Il y avait un tout petit drop au moment de l'emménagement parce qu'en général, ces femmes, elles quittaient leur village d'enfance et elles suivaient leur mari là où il travaillait. Donc elles se retrouvaient seules toute la journée. Et ça, c'était commun. Et je découvrais ça. Ensuite, le premier enfant, merveille. Superbe. 2e, 3e. Arrivait un moment donné où elles se perdaient complètement quand les enfants avaient 8-10 ans. Enfin. Et ce qui était dingue, c'est que je retrouvais les mêmes étapes dans toutes les vies. Le mot dépression arrivait, ou déprime, ça dépendait. Enfin bon. Donc, toutes ces choses que je voyais se répéter, je les ai notées, j'ai structuré mon récit chronologique comme ça. Je suis arrivée forte de ma structure en montage, et j'ai dit à Nathalie, ça y est, c'est bon, là, on n'a plus qu'à s'amuser, tu vas voir. Alors ça s'est absolument pas passé comme ça, évidemment. Donc, on a commencé, et puis après, il y a les images qui décident, en fait. Et
elles imposent un tempo, elles imposent des enchaînements, elles imposent une réponse. Donc, j'avais décidé qu'on allait parler des tâches ménagères à tel endroit. Et puis non, en fait, le film a décidé autrement. Et c'est assez douloureux, là, on le dit en souriant, mais parce qu'on est perdu. On se dit, est-ce que on se remet en question? On se dit, est-ce qu'en fait, on a tout foiré? Et puis non, il faut trouver la musique, en fait. Il faut trouver la musique, et ça, mon Dieu, que c'est compliqué, quoi. Donc, ça a été la deuxième partie. Peut-être que Nathalie veut dire un mot. Mais... Et une dernière question, Isabelle. Merci. En fait, ça marche. En fait, vous venez d'y répondre en partie. Merci, Émeric, de l'avoir posé. Mais je ne l'aurais pas posé exactement de la même manière. C'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. On a très, très envie de voir votre film, bien sûr. Je voulais revenir justement sur la manière dont vous aviez fabriqué ce film, parce qu'au début, vous avez parlé de thématiques que vous avez identifiées dans les écrits. Et en fait, je voulais vous poser la question, quelles étaient ces thématiques? Ça, bon, je suppose qu'on les devine dans le film. Et vous venez d'y répondre, la rencontre, le mariage, le premier enfant, les travaux ménagers, etc. L'amant, au fil de la discussion, on a pu en deviner certaines. Mais vous venez en partie de répondre. Je voulais vous dire, c'est facile avec les textes. On définit facilement des thématiques, mais après, avec les images, comment les thématiques que vous aviez décidées se sont retrouvées percutées par les images qui disaient toujours autre chose. Enfin, la thématique écrite, elle est écrite, il y a les mots, et puis les images, elles disent plein de trucs en plus. Il y a même des images qui ont créé des séquences qui n'étaient pas prévues. Voilà. Il y a une image notamment où on voit une femme qui part en courant, qui nous a complètement ému, cette image. Et puis il y avait un bout de texte qui correspondait à ça. Moi, ce passage m'émeut encore aujourd'hui, à chaque fois. Et voilà comment la séquence est née. Oui, ce qu'il y a aussi, c'est que tu arrives avec toutes tes petites fiches, avec tous les thèmes, avec tous les extraits. Et en fait, il n'y avait rien de figé complètement au départ. Et ça s'est construit en même temps, l'image et le texte, avec des choses qui pouvaient correspondre et parler entre elles, quoi. On essayait plein de choses aussi. On essayait. Et puis parfois, moi, j'avais rêvé des trucs, mais pendant des mois, je me disais, j'avais même monté des séquences entières, et puis ça marchait. Enfin, on essayait, puis ça marchait pas. Et c'est une mauvaise journée, hein. Là, je raconte ça en rigolant, mais on est là, la journée est foutue, quoi, parce qu'on est déçu. Il faut revenir, se remettre de cette déception, retrouver une autre idée. Et puis alors, t'as pas d'idée? Non, moi non plus. On n'est pas rendu. Enfin, voilà, c'est pour ça que, en fait, ça s'est fait à la fois de manière assez construite et complètement inspiré par les images, la musique aussi que nous envoyaient les garçons là. Ça nous a Voilà. Le temps passe très vite, je me dois de clore cette session. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à Bravo. vous. Je vous invite à voir le film, qui est très beau. Les films qui sont disponibles jusqu'à vendredi sur la plateforme d'Arte, les films auxquels il est fait référence ici. Vous dire qu'on va s'interrompre un petit quart d'heure, histoire de respirer, et puis on va retrouver ensuite Alain Cassanda, ici présent, Sylvie Lindeperg, ici présente, et Léonore Weber, pardon, que j'ai vu passer d'ici un petit quart d'heure, c'est ça, Odile ? Les films ne sont pas disponibles sur la plateforme arte.tv, mais sur le lien qui vous avait été envoyé après votre inscription. Mais c'était très bien quand même. Merci beaucoup. Merci, Odile.